Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée du Forum stratégique sur la relance économique organisée par BCF. Mon nom est Sarah Mitchell, chef du développement de clients et de la stratégie de marché, et je serai aujourd'hui votre maître de cérémonie. Donc d'abord, merci à vous tous qui vous êtes joints ce matin. Vous êtes plusieurs chefs d'entreprise, acteurs de changement et entrepreneurs novateurs à être présents pour écouter nos trois invités de marque qui nous partageront leur vision, leur expérience et leur stratégie relativement à la croissance par fusion et acquisition, alors que nous vivons tous une période d'incertitude économique. Je vous rappelle que nous serons aussi en ligne demain matin dès 8h30 pour parler d'innovation comme moteur de croissance. Je rappelle également que vous pouvez toujours vous inscrire à cette session, et cette dernière session de demain, sur notre page LinkedIn ou encore depuis le lien d'invitation que vous avez reçu par courriel. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mon collègue et associé Sébastien Savage et M. Alfred Bugé, qui sommes à nos bureaux de Montréal pour débuter avec une grande entrevue. Donc, M. Alfred Bugé, bienvenue. Et pour les gens de l'auditoire, je vous rappelle également que tout au long de nos entretiens, vous pouvez poser des questions via notre portail web et nous les traiterons à la fin de l'entrevue, donc respectivement animée par Sébastien et ensuite par ma collègue Audrey Saint-Pierre. Donc, messieurs, bonjour. Et Sébastien, à toi la parole. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour Alfred, ça va bien? Bonjour, bonjour. Donc, j'ai l'immense plaisir ce matin d'accueillir avec nous Alfred Bugé, associé et premier vice-président fusion et acquisition chez MAC Capital. Alfred, plutôt que de passer les 30 prochaines minutes à lire ta biographie, je me suis dit que je me contenterais d'une brève introduction et de te donner l'occasion de nous parler de ton parcours. Donc, j'ai eu l'opportunité, moi, d'en apprendre un peu à propos d'Alfred un peu plus tôt aujourd'hui. Nous ne nous connaissions pas auparavant. Alfred a un parcours très impressionnant. Époux, père de famille, 4 enfants, investisseur, juriste, enseignant, homme d'affaires aguerri. J'en oublie sans doute. Alfred, si tu avais la gentillesse de nous en apprendre davantage, qu'est-ce qui t'a amené à MAC Capital? Ce serait gentil. Parfait, bonjour tout le monde. Oui, ça fait seulement 1 an et demi qu'on a commencé MAC Capital. Mon parcours, c'est plus que 20 ans de pratique dans le domaine de fusion-acquisition, financement de sociétés private equity. Et j'étais auparavant associé chez Blakes. J'étais là pendant 13 ans. Après ça, chez BLG, comme associé pour un couple d'années. Et je connais Vincent Chiara, le fondateur de Groupe MAC. Pendant quelques années, on a fait des dossiers ensemble et cette idée de MAC Capital, tout ça, ça a survenu pendant la saga de Transat. Je travaillais beaucoup avec les banquiers et notamment c'était Ben Veliterli de Banque Laurentienne qui était le chef de valeur mobilière chez Banque Laurentienne, dans laquelle on a discuté, moi et lui, de cette possibilité de faire une transaction d'acquisition de Transat. Et c'est là que j'ai approché Vincent avec cette idée-là, de pouvoir faire cette transaction-là. Et c'est là que l'idée de MAC Capital a été née, de créer un genre de fonds de private equity, family office, hors du parc immobilier de Groupe MAC. Aujourd'hui, on est rendu où on est rendu. On est 3 associés avec Vincent Chiara, qui est l'actionnaire majoritaire, et moi, je suis actionnaire minoritaire avec Ben Benitali. On est très content de ce qu'on fait à date. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de transactions à réaliser, là, nonobstant la pandémie, là. J'espère qu'on va annoncer d'autres transactions en 2021, bientôt. Oui, je suis persuadé. On va avoir l'occasion tout à l'heure de revenir sur l'une de vos récentes réalisations. Le nom MAC est très, très bien connu dans le marché, souvent associé justement à M. Chiara. C'est à travers nos échanges que j'ai eu l'occasion de mieux comprendre la différence entre Groupe MAC et MAC Capital. Tu viens de nous en apprendre un peu en expliquant qu'il y en a un qui est un family office et l'autre, c'est peut-être la division immobilière. Peux-tu nous en dire davantage sur
Mac Capital, puis qu'est-ce qui caractérise Mac Capital, et peut-être c'est, comment dirais-je, c'est son carré de sable d'investissement. Tiens. Donc, pour revenir au groupe Mac, comme vous savez, le groupe Mac, c'est un détenteur de parc immobilier assez important. On parle d'industriel, bureau, retail, résidentiel. Je pense qu'on est le plus grand détenteur de parc immobilier indépendant au Québec. Mais on commence à faire des expansions en Ontario. On a des investissements en Floride. Et comme j'ai dit, Mac Capital, c'est comme un genre de fonds de private equity, family office, qui ne fait pas d'immobilier. Donc, on investit dans des sociétés de portefeuille, que ce soit des sociétés privées ou publiques inscrites en bourse. Mais au niveau de sector profile industrie, on est assez agnostique. Cependant, il y a certaines industries qu'on ne vise pas, comme secteur minier, biotech, pharma. Et au niveau de taille d'investissement, c'est assez varié. On peut faire des transactions qui peuvent aller dans les environs de 5 millions de valeur de transaction, comme on peut dépasser facilement 1 milliard. Donc, alors qu'on se parle, on est en train d'étudier des transactions, une qui vaut 500 millions, une autre qui vaut plus qu'1 milliard, alors qu'il y a une autre ça vaut seulement quelques millions de dollars. Donc, ça nous donne beaucoup de flexibilité à cause du fait qu'on n'est pas un genre de private equity classique, traditionnel, dans le sens qu'on n'a pas des limited partners investisseurs. C'est vraiment la fortune de Vincent Chiara. Et on a d'autres investisseurs clés qui font partie de notre bassin de capital à notre disposition. Donc, ça nous permet d'avoir une flexibilité assez importante au niveau de les genres de transactions qu'on veut réaliser. En plus, on n'a pas cette lourde bureaucratie qui vient avec beaucoup de fonds de private equity, même family office, dans le sens qu'il n'y a pas de comité d'investissement, il n'y a pas de conseil d'administration. Les décisions d'investissement, c'est vraiment moi et Ben Benitali qu'on garde des opportunités et on s'assoit à chaque semaine avec Vincent pour passer à travers les opportunités et il dit oui ou il dit non. C'est aussi rapide que ça. Et donc, c'est pas seulement au niveau processus décisionnel d'investissement, mais même opérationnel, post-clôture de l'investissement, on est aussi rapide avec la façon qu'on prend des décisions. Contrairement à des fonds de private equity classiques, on n'a pas de exit strategy ou des sorties comme réaliser un M&A dans 5 à 7 ans ou faire un IPO. Notre vision est vraiment une vision à long terme. On est là pour investir à long terme. Même notre actionnariat de Mac Capital, c'est des fiducies de famille. Donc, on pense à nos enfants qui vont un jour hériter de ces sociétés de portefeuille-là. Donc, ça nous aligne pas mal très bien avec des entrepreneurs qui sont là pour continuer leur business, même avec cet esprit familial, sachant qu'ils n'ont pas cette pression-là de réaliser des M&A ou des IPO dans 5 ans. On ne pense pas comme ça. On pense comme une société privée qui est traitée comme une société publique. Finalement, elle n'a pas cette pression-là de rendre des comptes immédiats à son actionnaire. Exactement. Donc, c'est certain qu'on est là pour faire des profits. Cependant, c'est vraiment un value proposition. C'est un cash dividend play, si on veut. Là. Puis, si je comprends bien, votre domaine de gouvernance demande énormément de confiance à l'interne. Quand les décisions sont prises rapidement, ça veut dire qu'on a les bonnes ressources à l'interne pour nous aider à prendre ces décisions-là. Oui. Je regardais dans votre modèle d'affaires, vous avez mentionné l'Ontario tantôt. Vous-même, en fait, toi-même, tu as été basé à Washington pendant un certain temps. Tu as travaillé pour la Security and Exchange Commission, je crois. Donc, tu as une expérience et un rayonnement international. Dans la tête de plusieurs, dont je l'avoue moi-même, avant notre rencontre aujourd'hui, Mac Capital était un joueur significatif, mais plutôt local, alors que Mac Capital a des ambitions internationales. Est-ce que tu peux en parler un peu? Oui, vous avez raison. Groupe Mac, oui, plus local, si on veut, mais vous allez voir que Groupe Mac, elle change également. Ça devient un joueur éventuellement à l'échelle nationale. On n'est pas rendu là encore, mais comme j'ai énoncé tantôt, là, on commence à faire des expansions en Ontario. On a déjà des parcs immobiliers en Floride, mais vous allez voir que dans l'avenir, ça va changer tranquillement. Mac Capital, vous avez raison également, c'est plus, je dirais, on garde tout là. Il n'y a pas des transactions qu'on ne va pas considérer que ce soit à l'échelle domestique, nationale ou internationale.
Donc, par exemple, on est en train de regarder une cible basée en Europe, à Londres. Donc, ça, c'est une transaction qui, elle-même, ça va être dans les entours de 200-300 millions pounds. Donc, alors qu'on garde même des cibles qui ont des présences aux États-Unis. Donc, oui, c'est assez plus varié à ce niveau-là. Puis, c'est quoi votre réseau? Comment vous faites pour être impliqué dans un deal à Londres, par exemple, d'une valorisation telle que celle que tu expliques? Souvent, il faut être invité à participer, il faut avoir des connexions. C'est quoi votre réseau? Comment faites-vous votre démarchage? Notre réseau, vous le mentionnez bien, là, on a un réseau de contacts assez important parce qu'on parle entre moi, Ben L'Italie et Vincent Caron. On a plus qu'ensemble 60 ans d'expérience. Moi et Ben L'Italie, évidemment, on a œuvré dans le domaine de capital markets, M&A, private equity. Donc, après 20 ans de pratique, on a établi des réseaux assez importants. Moi, de mon niveau, ma pratique était très axée à l'international. Oui, j'ai vécu aux États-Unis, mais comme avocat, j'avais beaucoup de clients en Europe. J'ai passé comme 4 fois par année en Europe. Récemment en France, Angleterre et en Italie. Donc, ça m'a permis, évidemment, avec même beaucoup de clients private equity, d'établir des bons réseaux de contacts. Ça va de soi qu'on se fait référer des transactions souvent par notre réseau de contacts. Et notre réseau de contacts est aussi vaste au niveau professionnel avec les bureaux de comptables, les bureaux d'avocats, les banques d'investissement. Et même, je dirais, les fonds de private equity eux-mêmes. Oui, évidemment. On s'entraide souvent sur les transactions. Donc, je dirais, à date, qu'est-ce qu'on est en train de viser, c'est vraiment des source deals, proprietary deals. Et c'est des transactions à l'échelle de la bourse, par exemple, que nous, on crée les opportunités si on veut nous-mêmes. Oui. Je me disais que c'était pour être intéressant pour notre auditoire de faire un petit détour comme ça par l'Europe ou le reste du monde, parce qu'en temps de pandémie, malheureusement, la grande majorité d'entre nous sommes confinés à la maison. Étant confinés à la maison, il faut quand même profiter un petit peu du plein air que la province a à nous offrir, ce qui m'amène à mon prochain sujet, votre transaction, qui n'est plus aussi récente qu'elle l'était il y a quelques semaines ou quelques mois, l'accordé. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Oui, mais écoute, l'accordé, c'est un exemple, je dirais, classique de la façon que MAC Capital opère. On n'a pas peur de faire des transactions risquées à cause qu'on a cette vision très, très long terme d'investissement. Le domaine de détail retail est un domaine que c'est pas tout le monde qui veut se lancer là-dedans. C'est très, très difficile de se faire financer dans ce domaine-là, même avec des joueurs aguerris, avec beaucoup d'expérience dans le retail. C'est des moments très, très difficiles. Cependant, dans l'accordé, on a vu des opportunités très intéressantes parce qu'il y a une certaine synergie avec Groupe MAC, avec notre parc immobilier. Comme vous pouvez imaginer avec l'accordé, on voit une opportunité phénoménale de pouvoir la bien positionner en exploitant ce parc immobilier de Groupe MAC. Est-ce que l'accordé était déjà un locataire de Groupe MAC? Non, pas du tout. Oui, certainement, il y avait un volet immobilier au niveau du parc immobilier en soi de l'accordé. Ils sont propriétaires de 2 bâtisses, celui de Sainte-Catherine et celui de Saint-Laurent. D'accord. Ça, c'était attrayant, mais ce n'était pas le facteur important qui nous a attirés à cette opportunité-là. On voyait vraiment une opportunité de faire une expansion avec l'accordé via notre parc immobilier. Donc, vous devez imaginer que dans les semaines de négociation de la transaction, sans qu'on ait été propriétaire, on a tout de suite aidé l'accordé avec notre positionnement immobilier pour leur aider. Et post-clôture, immédiatement par après, on a ouvert un centre de distribution pour l'accordé dans un de nos parcs industriels à la Rive-Sud. Et on a des plans d'expansion immédiate. Dès en 2021, on va rouvrir à Saint-Roch. À Saint-Roch, ça c'est l'annonce de la semaine dernière. Exactement. Les médias l'ont reporté la semaine dernière. Exactement. Donc, on est très, très contents de ça. On le savait tout de suite lorsqu'on faisait notre due diligence que Saint-Roch, c'était un emplacement idéal pour l'accorder. Anciennement, il y avait MAC qui était là. D'accord. Et c'est un endroit vraiment qui a changé au cours des décennies à Québec. Donc, on est très content de ça. Moi, je dirais qu'en 2021, Saint-Roch, c'est une nouvelle
emplacement pour l'accorder. On va ajouter probablement un autre magasin. On verra si ça va être à Montréal ou dans les cantons de l'Est. C'est des choses qu'on est en train de regarder alors qu'on se parle. L'autre facteur pour nous encore, c'était qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de vulnérabilité dans l'industrie. Pas seulement le retail en général, mais même avec les cires de ce monde, entre autres, qui ont passé à travers des moments difficiles. Et encore une fois, notre perspective d'investissement à long terme ne nous décourage pas. Au contraire, on est très motivé parce qu'on voit un upside assez important avec l'accordé. On a fait des changements déjà, peu par peu. C'est du bout de quotidien, comme un fonds de private equity, comme vous pouvez imaginer, les premiers 3 mois, 4 mois, post-clôture, on a effectué des changements et je pense que 2021, ça va être une année de plateforme pour nous là, pour relancer l'accordé. Est-ce que l'accordé est une marque qui s'exporte à l'extérieur du Québec? C'est une bonne question. Je dirais que pour l'instant, nos efforts sont vraiment concentrés sur le Québec. D'accord. On veut être le joueur numéro 1 au Québec à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est des objectifs avec tous les investissements qu'on fait dans les sociétés de portefeuille, c'est de faire des leaders dans leur domaine. Et l'accordé, je dirais que pour l'instant, notre focus, c'est vraiment ça ferait une expansion au Québec, d'être le joueur numéro 1 au Québec à ce niveau-là. Vous êtes certainement bien parti. C'est une marque qui est reconnue. Les autres joueurs ont également... Ils ont connu leur lot de difficultés. Oui. Et même au niveau des profits d'investissement, vous avez vu que MEC, c'est une société américaine qui a pris contrôle de MEC et que leur vision est différente, la façon qu'ils vont gérer MEC. Sale, c'est des investisseurs qui sont basés dans l'ouest du pays. Ils ont passé à travers leurs défis également. Donc, nous, je pense qu'on est très, très bien positionnés pour aider l'accordé. Vous avez mentionné que c'est une marque connue, mais on a découvert rapidement que l'accordé était méconnue beaucoup. Elle était négligée comme marque. Je ne veux pas me prononcer là-dessus, mais de façon générale, mais personnellement, je suis d'accord. Puis, il y a peut-être une certaine barrière linguistique également. Est-ce que c'est possible que ce soit une marque qui soit davantage connue par la communauté francophone? Vous avez raison. Effectivement, c'est plus connu par la communauté francophone au Québec. On va changer ça également, mais je pense que c'est en général, le Québec doit mieux connaître l'accordé. C'est une belle marque, un très beau logo d'ailleurs. Là. Je préfère ce logo-là que celui de Sale ou de MEC. Ça va être un autre défi, c'est dans les prochains 6 mois à 12 mois de faire mieux connaître cette marque québécoise qui d'ailleurs existe depuis plus que 60 ans. Est-ce que les institutions gouvernementales devraient vous aider à cet égard-là? Puis là, c'est parce que votre commentaire me fait penser, quand MEC arrive ici, on fait un show de boucan. Quand CERL arrive ici, on leur déroule le tapis rouge. Mais l'accordé, on le prend pour acquis, puis on la laisse dépérir, alors que c'était... c'est un joyau de notre paysage, en fait, tant au niveau du retail, mais au niveau du divertissement, du plein air et ainsi de suite. Ça me fait penser à l'histoire d'Uniqlo, là, il y a quelques semaines, où les marchands locaux se sont dit, ben là, nous, on est en train de dépérir et on nous laisse crever. Mais la mairesse fait une annonce pour l'arrivée d'un joueur étranger. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un certain support politique pour une entreprise comme la vôtre? Écoute, chaque contexte est différent. Moi, je dirais que dans le contexte de l'accordé, ce n'est pas nécessaire. On ne voit pas cette nécessité-là. Au niveau de accès aux capitaux, on est bien positionné, je pense. Si on va explorer des choses avec les agences gouvernementales, ça sera dans l'avenir lorsqu'on va améliorer la technologie de l'accordé. Que ce soit via un 3PL ou un autre propre centre de distribution de technologie, livraison, ça va être des choses qu'on va garder avec Investissement Québec, par exemple, éventuellement. Mais on ne voit pas ce besoin-là. Comme je vous ai dit, notre parc immobilier nous permet de faire des expansions assez rapidement avec des pop-up shops où on veut, quand on veut. Et vous pouvez imaginer au niveau de loyer, on n'aura pas d'inquiétude. Donc, ça ne sera pas comme pour les livres. On ne verra pas la semaine prochaine la liste des 5 kayaks préférés de François Legault. Non. Non. Qu'est-ce qui s'en vient pour MAC Capital et qu'est-ce qui s'en vient pour Alfred Budget? Donc, peut-être on va les diviser en deux. Toi, personnellement, tu es
tes défis à court et moyen terme d'affaires? Quels sont-ils? Pour ma capitale, comme vous pouvez imaginer, on a plusieurs transactions dans le pipeline. Ce qui retarde les annonces de nos transactions, c'est malheureusement la COVID. Et ça peut être des exemples aussi banals que faire des voyages d'affaires. On a plusieurs transactions, comme je vous ai mentionné, d'ailleurs, aux États-Unis et comme je vous ai mentionné en Europe. Je suis curieux de t'entendre là-dessus. Tu as une opportunité en Europe. Oui, c'est ça. Comment tu fais ton due diligence? On est vraiment, comme vous pouvez imaginer, on a notre VDR, notre Virtual Data Room. Donc, on peut faire des choses de façon électronique, mais comme vous pouvez apprécier, que ce soit des rencontres d'affaires ou même des vérifications diligentes sur place, on doit être dans les lieux. On n'a pas de choix. Donc, dans les transactions sur lesquelles on travaille présentement, ça ralentit notre clôture de transaction parce qu'on ne peut pas être physiquement présent pour faire de la vérification diligente, pour faire des rencontres. Et ce n'est pas quelque chose de pas important. C'est important parce qu'on parle de 2 semaines d'être en quarantine, là, comme on dit en anglais. Donc, ça complique notre voyage à l'extérieur. Et lorsqu'on revient au Québec, c'est le même phénomène. Donc, on parle de 30 jours. Donc, ça complique davantage cette clôture-là. Mais je pense qu'au niveau d'avenir, qu'est-ce qui nous réserve? On est très, très excités de ce qui va se passer. Si les choses vont bien, là, on pense que le premier trimestre de 2021, on va annoncer quelques transactions. Mais ça va dans des domaines très variés. Ce n'est pas des domaines typiques que vous pouvez imaginer. Donc, si tout va bien, je pense que d'ici la fin du premier trimestre 2021, on va faire quelques annonces. Dirais-tu que la pandémie ou tout simplement le passage du temps a amené de nouvelles tendances en fusion-acquisition, des choses qui se dégagent, qui sont particulières en ce moment, mis à part les Zoom, les Grimes, les Teams, et ainsi de suite, mais d'autres, des nouvelles tendances dont tu aimerais nous parler. Puis, selon toi, est-ce que ces tendances-là sont là pour rester ou c'est comme le fluo puis ça va juste passer? Écoute, moi, je n'ai pas remarqué des tendances qui ont eu un impact. C'est seulement que ça retarde malheureusement des clôtures. Je vais mentionner le voyage. L'autre aspect, souvent, avec des transactions qui sont retardées, c'est les vendeurs eux-mêmes, les entrepreneurs qui, justement, ils veulent prendre un petit peu de recul parce que leur évaluation a été impactée par la pandémie. Et on a d'ailleurs des transactions qui concernent vos clients, entre autres. Là, on va en parler après ça. Dans laquelle on le comprend, on le respecte que les entrepreneurs préfèrent attendre. Est-ce que ça va prendre 6 mois? Est-ce que ça va prendre 12 mois? Ça, c'est des questions qui sont en suspens. Mais on est patient. Il y a des opportunités qu'on peut réaliser entre-temps. Bien, c'est un peu ça. Est-ce que ça crée des opportunités? Il y a des gens qui veulent sortir. Là. Ils ont travaillé toute leur vie. Ils sont prêts. Malheureusement, le marché n'est pas là pour eux, mais ils veulent quand même sortir. Je présume que pour un investisseur agile et qui est prêt à prendre un certain niveau de risque, comme Mac Capital, ça peut créer des opportunités intéressantes. Ça peut créer des très bonnes opportunités, comme l'accordé était une opportunité assez intéressante à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est un entrepreneur qui a bâti sa business pendant 30 ans, il ne va pas la laisser aller à n'importe quel prix. Donc, on comprend ça, on respecte ça. Donc, ça va retarder quelques transactions, malheureusement. Mais je dirais au niveau de financement, au moins notre expérience personnelle pour Mac Capital, la façon que nos financements sont réalisés pour des transactions, ça ne nous a pas impacté à cause qu'on a un réseau de banques et de relationships assez important qui nous permet de réaliser des transactions, peu importe les montants. Donc, ça n'a pas eu un impact à ce niveau-là. Donc, je ne pense pas que la pandémie va changer la tendance. On voit d'ailleurs une annonce récente avec le GBEC, Novacap, Investissement Québec. Ce sont des transactions de 500 millions de dollars. On peut les réaliser aujourd'hui. Ah oui, c'est assez unique. Le marché fonctionne encore très bien. Les fusions-acquisitions également. En effet, ça prend un peu plus de temps. Je vois quelqu'un qui nous envoie la main là-bas. Benoît, oui, c'était juste pour dire 5 minutes. Bon, je te remercie. Moi, je dirais même avec les banques avec qui on fait affaire, c'est business as usual. On travaille. Oui, ils ne travaillent pas physiquement chez leur bureau. Il y a beaucoup de Teams, comme vous l'avez mentionné. Donc, mais à ce niveau-là, il n'y a rien qui ralentit le processus de transactionnel, vérification diligente, les négociations, ça s'avance.
Puis, au niveau de la valorisation, bon, tu mentionnais tout à l'heure qu'évidemment, ça a un impact à court terme. Est-ce que ça a amené un peu plus de créativité ou non seulement pas du retard dans la transaction, mais du retard au niveau des paiements? Par exemple, si on pense à un mécanisme de earn-out, normalement, il serait un peu à court terme. Si on fait un earn-out à plus long terme, peut-être que ça permet de réconcilier les objectifs des deux parties. Si vraiment les parties voudraient vraiment s'avancer à ce niveau-là, oui. Okay. Ça peut être via des milestones, comme vous l'avez mentionné. Si on revient à un cours normal de chiffre d'affaires, c'est là qu'on va faire un genre de bump-up sur le prix de l'acquisition. Donc oui, on peut être créatif. Mais je pense que, encore une fois, avec cette incertitude de pandémie, combien ça va durer, des fois, c'est très difficile de pouvoir avoir une visibilité à quand est-ce que ça va revenir le cours normal des affaires. Ah bien, Alfred, si jamais tu le sais, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes dans notre auditoire qui aimeraient avoir l'information. Exactement. Donc, moi le premier. Messieurs, parlant d'auditoire, on a reçu une question pour M. Buget relativement aux investissements. Est-ce que vous avez une ligne directrice particulière qui guide ces choix-là ou encore, comme dit la bonne expression, « sky is the limit », vous regardez tout et tout est analysé à la pièce? C'est une bonne question. Je dirais qu'on est moins porté à considérer des early stage, à savoir des entreprises qui n'ont pas un parcours d'opération historique. On a des cas d'exception. Dans le domaine de la technologie, on regarde des opportunités dans lesquelles le parcours historique de l'entreprise est très jeune, mais on préfère avoir vraiment des business qui opèrent pendant une certaine période de temps. Comme je vous ai mentionné, au niveau de l'industrie, on regarde toute l'industrie, sauf le minier, le biotech pharma. Donc, et au niveau de revenus EBITDA, on n'a pas des critères fixes. Donc, on peut voir des entreprises qui ont des chiffres d'affaires de 20 millions, 5 millions, 10 millions, comme des chiffres d'affaires qui dépassent 100 millions. Donc, oui, c'est sky's the limit à plusieurs égards. Qu'est-ce qu'on préfère idéalement, c'est de travailler avec des entrepreneurs, des familles qui ont bâti les business et que même nonobstant qu'ils ont ce défi de transition, comme on voit ici au Québec, beaucoup d'entreprises qui n'ont pas ces plans de transition parce que les enfants ne sont pas intéressés à continuer la business, mais on aime ce genre de situation-là parce qu'on est là pour aider les entrepreneurs pour passer à travers cette période de transition-là. On a un réseau de contacts assez important au niveau des entrepreneurs que nous, on connaît, qui peuvent aider ces entreprises-là pour continuer leur parcours. Mais idéalement, c'est ce genre de profil de compagnie-là que les entrepreneurs sont prêts à rester, sont prêts à faire un certain roulement de leurs actions pour continuer dans la business avec nous, avec ce parcours d'investissement à long terme. Donc, c'est important. Est-ce que vous diriez que c'est important pour Ma Capital, justement, de garder le management en place ou l'entrepreneur en place dans l'entreprise pour une certaine transition, puis pour préserver peut-être la culture de l'entreprise? Oui, idéalement, c'est ça ce qu'on vise. Et c'est même pas, je dirais, une période de transition d'1-2 ans. On s'attend que les entrepreneurs restent avec nous pendant 5-7 ans. Certains qu'il y a des cas d'exception, on est prêt à considérer ça. Mais on veut travailler avec des entrepreneurs qui sont alignés avec nos intérêts à long terme pour le bien-être de l'entreprise. Tu vois. Sarah, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Est-ce que c'est le temps de conclure? Vous êtes à l'heure, messieurs. Merci beaucoup pour cette belle entrevue. C'est tout le temps que nous avions. C'était vraiment des discussions très intéressantes. Merci beaucoup du partage, M. Buget, de votre présence. C'était vraiment très, très éloquent de vous entendre parler. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue Audrey Saint-Pierre pour poursuivre avec nos panélistes. Donc, Audrey, à toi la parole. Merci beaucoup, Sarah. C'est très gentil. Donc, je me présente. Je m'appelle Audrey Saint-Pierre. Je suis associée chez BCF. Je pratique essentiellement dans le domaine, justement, des fusions et acquisitions et dans le financement d'entreprises. Comme vous le savez tous déjà, on a la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous M. Jean Saint-Gelais, qui est notamment actuellement président du conseil d'administration du nouveau regroupement La Capitale SSQ Assurance, ainsi que M. Chérif Habib, lequel est cofondateur et président-directeur général de Dialogue, qui se trouve être la plus importante entreprise de soins virtuels au Canada. Donc, tout d'abord, bonjour, messieurs. Bienvenue chez nous aujourd'hui.
Ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir parmi nous. Disons qu'on a de très grosses pointures avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tout le monde vous connaît un petit peu indirectement par la bande, mais j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de votre parcours actuel, puis du rôle que vous occupez chacun de vous au sein de votre organisation. Monsieur Saint-Gelais, de votre côté, vous avez œuvré beaucoup dans la fonction publique avant de vous joindre à la capitale. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de votre parcours particulier et du rôle que vous occupez maintenant? Oui, bien sûr. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation qui m'a été faite. Puis, je veux saluer M. Habib. C'est un plaisir d'être avec lui ce matin. Et puis, écoutez, mon parcours est assez simple. J'ai travaillé pour l'essentiel de ma carrière dans l'administration publique, surtout au Québec. J'ai débuté quelques années à Ottawa, la Banque du Canada, mais longtemps au ministère des Finances du Québec, 16 ans. Ensuite, au Conseil exécutif comme secrétaire général, le sous-ministre du Premier ministre. J'ai été à l'Autorité des marchés financiers à Revenu Québec. Et puis en 2016, 2015, j'ai quitté le gouvernement. Puis en 2016, je suis devenu président du conseil, puis chef de la direction de la capitale, jusqu'à notre regroupement en juillet dernier avec SSQ, où maintenant, comme vous l'avez dit, je suis président du conseil de la capitale SSQ regroupée. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Merci beaucoup. Monsieur Habib, de votre côté, un parcours un peu différent de celui de Monsieur Saint-Gelais, donc on aimerait ça également vous entendre sur votre carrière. Bonjour et merci encore pour l'invitation. De mon côté, j'ai été entrepreneur dans le secteur des technologies pour la grande partie de ma vie professionnelle. Présentement, je suis à la tête de Dialogue, qui est le leader canadien en télémédecine. On est supporté par des investisseurs tels que la Caisse de dépôt, Sun Life, Portage, Wistar Capital et autres. On sert maintenant 25 000 compagnies canadiennes représentant plusieurs millions de vies. Et en fait, BCF a été notre premier client en janvier 2017. Donc, ça démontre la vision de Mario Charpentier et Solange Goulet, qui a été l'ancienne directrice des RH, d'être un employeur de choix et de s'occuper de la santé de leurs employés. Un autre fait intéressant est que SSQ a été notre premier partenaire en assurance et maintenant on travaille avec tous les grands assureurs canadiens. Et donc, avant Dialogue, j'ai eu des boîtes dans le domaine de télécom et de la technologie médicale. Et ma seule vraie job était chez McKinsey, la boîte de management consulting, où j'ai passé 3 ans dans leur bureau de Genève en Suisse. Ah, c'est intéressant. Un parcours un peu à l'international aussi. C'est le fun de savoir que finalement, les trois, on a une quelconque synergie parce qu'on va en parler un petit peu plus tard dans le cadre de la présentation. Donc, on a déjà commencé indirectement à aborder le sujet, notamment du fait qu'il s'agit d'un forum sur les fusions-acquisitions. Tant M. Saint-Gelais que M. Habib, cette année, vous avez vécu des transactions qui ont été un moment, si on veut, historique pour chacune de vos sociétés, qui ont marqué leur histoire. Est-ce que c'est possible pour vous de nous parler de ces transactions-là, pas nécessairement du niveau juridique, là, mais de comment ces transactions-là se sont déroulées pour chacune de vos organisations, puis également, quelles étaient les motivations derrière les transactions que vous avez réalisées? Peut-être M. Saint-Gelais, je vous donnerai la parole en premier. Oui, merci. Mais effectivement, pour nous, c'était une transaction évidemment d'envergure, le regroupement de la capitale SSQ. On est très fiers de cette transaction-là. Puis, je pourrais en parler pendant longtemps parce que nous a mené à la transaction. Puis, une fois la transaction est faite, mais là, il s'agit de l'intégration, réussir le mariage, comme on dit. C'est vraiment un regroupement d'égal à égal. On est 2 entreprises d'à peu près la même taille. Et chacun des dirigeants, je vous dirais, c'est-à-dire Jean-François Chalifou chez SSQ, leur président du conseil René Hamel et moi-même, de mon côté, on partageait une lecture commune de l'environnement du secteur d'assurance dans lequel on vivait, puis notre rôle là-dedans. Et puis essentiellement, les défis qu'on avait à relever nous ont amené à conclure qu'on était mieux de se regrouper pour les relever, ces défis-là, que de continuer à se concurrencer chacun de notre côté, bien qu'on était en situation financière solide de chaque côté. Il n'y avait pas de difficulté de ce côté-là, il n'y avait pas d'enjeu majeur. Mais les défis à relever, qu'on connaît à peu près tous, on a à faire dans le futur des investissements massifs en technologie pour demeurer à la hauteur des attentes des consommateurs,
Et on le sait, il y a plein de nouveaux joueurs qui viennent dans l'industrie. On a des systèmes qui sont vieillissants qu'on doit renouveler. Plutôt que de faire des investissements en double, on a décidé de le faire ensemble avec une plus grande masse pour le faire, plus grande force. On a aussi tout le monde à se battre pour la main-d'œuvre. Les pénuries de main-d'œuvre, ça nous frappe tous. Oui, en technologie, mais aussi en actuariat, en finance, en marketing et autres. Donc, les défis de la main-d'œuvre. Également, les nouveaux joueurs dans l'industrie. Il y a des entreprises dans le secteur financier, dans l'assurance, des assurtech, des fintech qui naissent à chaque jour. Ils n'ont pas tous le succès que Dialogue a obtenu, mais c'est des joueurs dont on doit tenir compte également et s'assurer qu'on est capable de compétitionner dans le futur. Alors, et à ça s'ajoute aussi de plus en plus d'exigences réglementaires solides, importantes, qui deviennent lourdes pour les entreprises à mettre en place. Il faut le prendre en considération. De sorte que pour nous, on a conclu rapidement que la taille était un enjeu important dans notre industrie. De sorte qu'aujourd'hui, notre regroupement fait de nous un joueur qui n'est pas aussi gros que les grandes Life ou qu'Intact, mais qui commence, je pense, à les déranger, avec plus de 5 milliards de revenus, à peu près 5 000 employés, 3,5 millions de membres clients, parce qu'on est chacun des mutuelles qui partagent des valeurs communes. Donc, il y avait tous les ingrédients là pour que dans le futur, on soit un joueur qui prend de plus en plus de place au Québec et au Canada. On veut se développer de manière importante au Canada. Et puis, le 20 milliards d'actifs sous gestion à placer. On va peut-être demander conseil à M. Bugé, comme tout à l'heure, là, sur les meilleures stratégies. On a des équipes, mais cet argent-là, il faut le placer le mieux possible. Et puis, pour arriver à faire cette transaction-là, mais, ce qui était extrêmement important, c'est que la confiance règne entre les dirigeants au début, pour se parler puis en venir à la clôture. Je vous fais grâce des étapes qu'on a dû franchir. On pourra en discuter peut-être un petit peu plus tard, mais en gros, ce sont les motivations qui nous ont amenés aujourd'hui à créer ce qu'on appelle la plus grande mutuelle d'assurance au Canada. Effectivement, c'est une très belle transaction. Puis la région de Québec, je pense, est très fière aussi de cette transaction-là qui a vraiment fait rayonner le marché des assurances dans notre ville, si on veut. Monsieur Habib, de votre côté, vous avez fait 2 acquisitions importantes, dont une en Allemagne, je crois, à moins que je me trompe. Est-ce que c'est possible de nous parler également de vos transactions, de votre côté, puis des motivations qui vous ont poussé, vous, Dialogue, à procéder ainsi? Avec plaisir. Donc, dans notre jeune histoire, on a clôturé 3 acquisitions. La première était une technologie de triage médical développée par les médecins du CHUM qui maintenant est l'engin du triage sur notre application. La deuxième acquisition, c'est une compagnie en Allemagne qui œuvre dans le domaine de la santé et sécurité au travail et qui nous a permis maintenant d'être en opération dans ce gros marché européen. Et plus récemment, on a acquis Optima Santé Globale, qui est le leader québécois en programme d'aide aux employés. Pour nous, le M&A est un vecteur très important dans notre croissance et on veut être un consolidateur dans notre marché. Après notre dernière ronde de financement qui s'est clôturée cet été, on a été clair sur cette stratégie-là et le mot s'est passé chez les banques d'affaires. On reçoit maintenant beaucoup d'opportunités. On a un gros pipeline d'acquisitions potentielles qu'on évalue. Et comme je l'ai mentionné, ça va être un vecteur important de notre croissance. Ça fait vraiment un pilier de notre stratégie parce que c'est sûr qu'on peut avoir une belle croissance organique, mais les acquisitions peuvent accélérer ça. Donc, on est acheteur, on regarde beaucoup d'opportunités. Puis je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes dans le marché. Puis on est très excités par ces opportunités-là. Définitivement, parce qu'actuellement, votre plateforme doit être extrêmement sollicitée là, à cause de la pandémie mondiale. Là. Je présume que vous faites partie des entreprises qui indirectement, sans vouloir affecter les autres, mais profitent un peu de la situation actuelle.
Messieurs, vous avez parlé de vos transactions. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est quand on fait des transactions de ces envergures-là, vous avez parlé tout à l'heure de vos motivations, mais bien entendu, là, il y a une culture d'entreprise de chacun des côtés, il y a des valeurs qui sont mises en place de chacun des côtés. Comment vous avez fait pour créer, comment se déroulent les synergies entre les entreprises avec lesquelles vous vous êtes regroupés ou avec lesquelles vous avez fait des acquisitions? Notamment, je pense à M. Habib, là, une acquisition en Allemagne. Bon, c'est peut-être différent, la façon de travailler ou les valeurs sont peut-être différentes que celles qu'on a au Québec. Donc, j'aimerais ça vous entendre à ce niveau-là. Puis aussi savoir quels sont vos plus grands défis en matière d'intégration des sociétés. Peut-être que je laisserai M. Habib commencer pour faire changement. Il y a des études qui démontrent que 90% des fusions-acquisitions ne réalisent pas la valeur espérée quand le processus est entamé. Donc, il y a une équipe de management, une équipe de direction, un PDG qui tombe en amour avec une cible, monte l'histoire, ils convainquent leur CA de faire l'acquisition, tout le monde est excité, on va de l'avant. Puis après ça, après la clôture, les choses ne se passent pas comme on l'a espéré parce que l'intégration est vraiment difficile. Et donc, nous, en sachant cette statistique-là, on veut éviter d'être dans le 90%, on veut être dans le 10%. Donc, pour nous, on a gardé un œil très, très proche sur le côté intégration et de s'assurer que les opérations se passent bien des deux côtés. C'est sûr que une acquisition ou une fusion, c'est le mariage de deux cultures et de deux groupes, deux équipes différentes. Et c'est là que d'habitude les problèmes se passent. Pour nous, écoutez, c'est très nouveau. Ça fait quelques semaines seulement que la transaction avec Optima a été clôturée. Tout se passe bien jusqu'à maintenant. Novembre était le premier mois où on a eu les financial statements de nos partenaires et ils ont été mieux qu'espérés. Donc ça, c'est rare. Il y a toujours des mauvaises surprises après la clôture, mais on a été très heureux de voir que le premier mois se passe encore mieux qu'on l'a espéré. Donc, il y a une très belle volonté des deux côtés. Je pense du côté culture, même s'il y a une différence entre une compagnie qui existe depuis 4 ans versus une compagnie qui existe depuis 27 ans, les équipes se parlent très bien. Alors, c'est jeune, c'est nouveau. Je ne peux pas faire de conclusion, mais je suis très, très optimiste par les premières quelques semaines. Est-ce que les cadres ou les dirigeants de l'entreprise acquise sont demeurés au service de dialogue suite à la transaction? Oui, donc c'était une situation de relève. Donc, le fondateur a pris sa retraite. Mais les autres cadres, les autres leaders sont restés, puis c'est sûr qu'on a des programmes en place pour s'assurer qu'ils restent pour le long terme et faire le succès de l'entité combinée. OK. Donc, ça l'aide aussi à faire probablement passer le courant entre les organisations. Absolument. De votre côté, M. Saint-Gelais, même question, vous l'avez, je pense, abordé un peu brièvement tout à l'heure. Je comprends que les deux entreprises, SSQ, La Capitale, ultimement, avaient des valeurs, de ce que je comprends de votre discours, qui étaient peut-être un petit peu similaires ou rapprochées. Comment se passent les synergies entre les deux organisations? Écoutez, on est très heureux présentement, ça se passe bien. Comme M. Habib l'a mentionné, là, nous aussi, on va être dans le pourcentage de ceux qui vont chercher tous les fruits escomptés de notre regroupement, de notre intégration. Pour nous, c'était un peu différent. C'était un mariage d'égal à égal. Alors, il ne s'agit pas d'une entreprise qui en acquiert une autre où là, on sait qui va diriger, puis comment ça va se passer, puis ça va être... donc, que la donne est un peu claire. Pour nous, il a fallu vraiment... puis dans les conditions qu'on a mis ensemble, c'était vraiment un mariage 50-50, égal à égal. Puis on s'est dit qu'on construirait sur nos forces à chacun. L'objectif qu'on a communiqué à tout le monde, c'est de consolider à long terme l'entreprise, les emplois importants au Québec, dans la région de Québec, puis croître à travers le Canada. Siège social, prise de décision ici. Donc, on construit l'avenir ensemble.
on passe ce message-là à tout le monde. Puis, le défi, bien évidemment, c'est de faire en sorte que tout le monde y participe. Donc, on veut construire sur les forces de chacun. Par exemple, SSQ est plus fort en assurance collective et la capitale a une force en assurance de dommages. Alors, dans le futur, on veut construire sur les forces de la capitale pour le dommage et les forces des SSQ dans l'assurance collective. Alors, dans notre intégration qu'on a mis en place, on a créé ce qu'on a appelé des co-leads. Donc, pour chacune de nos fonctions, chacun des grands éléments, on va voir est-ce qu'on prend un système de capital, celui des SSQ, ou on en crée un nouveau, ou c'est statu quo, on en garde deux, selon ce qu'il y a à faire. Tout le monde travaille ensemble dans l'esprit d'aller chercher le meilleur des deux organisations. Alors, pour nous, cet élément-là est très important. Et le défi, évidemment, c'est de continuer à servir nos clients au mieux pendant cette période-ci. Pendant qu'on s'intègre, il faut que nos clients ne voient pas la différence, qu'ils voient que le service est aussi bon, sinon meilleur qu'il était. Alors, c'est vraiment pour 3 ans qu'on se donne un défi d'intégrer l'ensemble de l'organisation le mieux possible. Après, peut-être en cours de route, mais la priorité, c'est l'intégration. Puis après, on verra pour la croissance par acquisition additionnelle ou autre fusion avec d'autres organisations. Pour l'instant, on a une grande bouchée à prendre, si on peut dire. Alors, pour nous, c'est très, très important de bien la réussir. Puis Jean-François Chédifou, toute l'équipe font ça de manière extraordinaire. Après 5 mois, on est très, très contents. Par exemple, l'équipe de direction que Jean-François a constituée, c'est 4 personnes de capital, 4 de SSQ et 2 externes qu'on est allés recruter. Et puis ça n'avait pas été... On avait dit, oui, il faut qu'il y ait un certain équilibre, mais ça aurait pu dévier un peu de ces critères-là. Puis on le voit dans le reste de l'organisation, là, tout le monde essaie d'aller chercher le meilleur des deux. On a créé également une équipe qui est juste dédiée à l'intégration. Moi, je vais piloter, avec Jean-François et d'autres, évidemment, un comité plus opérationnel pour vérifier que l'intégration se passe selon les critères puis l'esprit dans lequel on avait discuté. Alors, jusqu'à maintenant, ça va très bien. Les budgets sont travaillés. Dans les prochains jours, surveillez ça. Image de marque, nouvelle image de marque, ce qui est très, très excitant pour tout le monde dans l'organisation qui ont bien hâte de voir ça. Alors, on veut vraiment créer un nouvel esprit où tout le monde collabore, participe, mais c'est tout un défi à relever à tous les jours. Puis, c'est ce qu'on essaie de faire. On continue. Je suis contente que vous parliez de votre image justement de marque. J'allais poser cette question-là parce que justement, dans tout ce qui est médias sociaux, publicité, du moins, ça semble transparaître la cohésion qu'il y a dans votre organisation, la façon que les gens sont présentés, la façon que la transaction a été présentée. Je trouve que médiatiquement parlant, la présentation de votre transaction a très bien été faite. On parle, vous dites de votre côté, M. Saint-Gelais, vous avez mis des comités en place, vous avez structuré l'intégration. Qu'est-ce que vous avez fait de façon également concrète pour bien gérer le changement à l'interne? On parle de comités. Est-ce qu'il y a des procédures, des concepts, des mécaniques qui ont été mises en place qui pourraient servir à nos auditeurs aujourd'hui lors d'une éventuelle transaction pour qu'eux aussi ne se ramassent pas dans le fameux 90 %? Oui, bien écoutez, on s'est fait accompagner par beaucoup de joueurs, notamment Brio Conseil pour toute la gestion du changement, la nouvelle culture à définir. TAC aussi nous a aidés, KPMG. Donc, avec Brio pour la gestion du changement, on a fait des sondages auprès de nos 2 organisations pour mesurer si vraiment il y avait des différences ou pas. Parce que quand on est des concurrents, vous savez, on pense toujours que il y a de la méfiance. L'autre organisation est moins bonne que la nôtre, ils ne sont pas si, etc. Donc, on a voulu briser cette méfiance-là de chaque côté. Puis ce qu'on a mesuré dans les sondages, c'est que sur le plan des valeurs, on était beaucoup plus près que les gens le pensaient. On était très heureux de constater ça. Et puis, on a créé un réseau d'ambassadeurs. Il y a peut-être 150 ambassadeurs dans toute l'organisation qui vont chercher le pouls de tout le monde, qui voient comment est-ce que les messages passent bien sur l'intégration, est-ce qu'on doit remonter des problèmes à régler au fur et à mesure, pas attendre que la situation pourrisse, etc. Il y a un outil qui a été mis en place, plein de choses avec Office Vibe. Là. On est capable toutes les semaines, de sonder les gens pour voir s'il y a des éléments qui sont en train de déraper ou non pour ramener ça le plus clair possible. Mais
Mais la réalité, c'est que ce qui est extrêmement important, c'est la communication. La communication, la transparence, que les gens sachent où est-ce qu'on s'en va, qu'on le répète. Souvent, on disait, une fois les politiciens disaient ça, là, c'est vrai aussi dans les entreprises, il y a 3 choses à faire pour que ça aille bien. Il faut répéter en premier, en deuxième répéter, puis en troisième répéter, pour que les gens aient bien compris là où on s'en va. Il ne faut pas qu'on change le message à toutes les semaines. Et c'est ce qu'on fait vraiment. La culture de la nouvelle entreprise qu'on crée, on va chercher le pouls de tout le monde, on la crée ensemble, puis on va être vraiment une organisation de personnes au service des personnes. On va être près des gens, on est une mutuelle, on veut que ça transparaisse. Alors, tout ce volet-là, communication, culture, un sentiment d'appartenance, c'est extrêmement important pour créer un lien fort, pour se développer dans le futur, puis faire face aux défis tous ensemble. Il ne faut vraiment pas que les aspects gestion du changement, culture, qui soient mis de côté ou perçus comme pas si importants que ça. Des fois, on se dit, ce qui compte, c'est les résultats, la business avec les trimestres, le reste, c'est pas grave, les gens s'arrangeront. À long terme, c'est pas vrai. On va être bon si on a de bonnes équipes. Il faut s'occuper de nos équipes d'abord et avant tout, qui, eux, elles, vont s'occuper de nos clients. Donc, finalement, ce qui est important, c'est l'être humain. Ah, tout à fait. Notre plus grand, notre plus précieux, c'est notre capital humain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Définitivement. De votre côté, M. Habib, on nous l'avait partagé tout à l'heure. On sait que la transaction, votre dernière transaction, du moins, est plus récente, a été faite dans les dernières semaines. Mais pour les autres qui ont été faites avant, est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour bien gérer le changement à l'interne? De votre côté, est-ce que vous avez mis des procédures en place pour garder justement le capital humain motivé? Je pense que M. Saint-Gelais a fait une excellente job pour décrire tout ça. Je pense qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. J'ajouterais deux petits points. Le premier, c'est qu'on a appris que c'était vraiment important d'avoir l'implication du leadership dans les transactions. Dans la dernière transaction avec Optima, par exemple, c'est notre COO, le chef d'exploitation, qui est personnellement responsable, qui est impliqué dans tous les jours. Alors ça, quand on fait une acquisition comme ça, c'est une des choses qu'on ne peut pas vraiment déléguer puis espérer que tout va bien se passer. S'il n'y a pas le modèle du leadership qui est impliqué puis qui est excité puis qui répète le message comme M. Saint-Gelais l'a dit, ça ne va pas bien se passer dans l'entreprise puis l'acquisition. Alors ça, c'est très, très important. Et je dirais la deuxième chose, c'est, encore une fois, pour être d'accord avec ce qui a été dit, au-delà des modèles Excel, au-delà des contrats légaux qui se font et tout ça, il y a des gens, c'est leur travail, c'est leur vie, c'est leurs ambitions personnelles. Et des fois, quand on pense à une utilisation, on ne pense pas à ces personnes-là, à leur situation, comment ils vont interpréter ce qui se fait. Et je pense qu'il faut toujours passer plus de temps sur cet aspect, même si on pense déjà qu'on passe plus de temps, c'est probablement pas assez. Donc, même si on exagère, c'est probablement pas assez. Donc je dirais qu'il n'y en a jamais trop là-dessus parce que c'est très important. Super, merci beaucoup. Écoutez, comme M. Bouger, justement, en a parlé un peu tout à l'heure, on ne peut pas vraiment passer sous silence le fait que vos transactions ont été faites dans le cadre d'une pandémie mondiale. Vous avez probablement subi plusieurs obstacles ou plusieurs, disons, inconvénients en raison de la pandémie en question. Monsieur Bouger, tout à l'heure, a dit, bon, on peut en faire une partie, mais souvent, on a des délais qui sont un petit peu plus longs dû au fait qu'on ne peut pas nécessairement se déplacer. On a des outils informatiques qui nous permettent de faire des vérifications diligentes. Bien, on a toujours le contact humain là, qui veut pas, peut devenir un peu manquant. De votre côté, comment vous avez fait dans le cadre de vos transactions respectives pour jongler avec la crise, pour s'assurer de les mener à bon terme en gardant toujours contact avec les autres parties, puis en gardant aussi toujours vos objectifs en tête? Peut-être je laisserai la parole à M. Saint-Gelais à ce niveau-là afin de débuter. Écoutez, la pandémie nous a frappé tout le monde, puis on a dû composer avec.
Nous, heureusement, on est dans une industrie qui n'a pas été aussi frappée durement que le tourisme, la culture, la restauration, comme on le sait, ou certains commerces de détail. Alors, on a dû faire comme plusieurs, là, se revirer de bord rapidement. Puis, on a aujourd'hui, puis ça a été dans les premières semaines où on se réunissait plusieurs fois par jour. Là. Avec le temps, on a pris plus de temps on se réunit moins souvent, c'est ce que je veux dire. Mais on a 97% de nos gens qui sont en télétravail, puis ça va le demeurer encore longtemps, tant qu'il n'y aura pas l'assurance que leur sécurité sur le plan de la santé et la sécurité de nos clients n'est pas assurée. L'entreprise de M. Habib avait une grande, il va avoir l'occasion de nous le dire, je pense qu'il l'a mentionné l'autre jour, une grande expérience déjà en digital, pour œuvrer à distance. Nous, on a dû se revirer de bord, puis nos équipes se sont rendues compte qu'ils étaient capables de le faire, alors qu'en temps normal, ils nous auraient peut-être dit ça va être épouvantable, ça va nous prendre 2 ans. On fait ça en quelques semaines. Alors, on était vraiment impressionnés. Puis, je vous dirais que ça a forcé, ça a peut-être été des fois un mal pour un bien, ça a forcé nos gens à mettre l'accent, le focus, comme on dit des fois en mauvais français, sur ce qui est important. Servir nos clients, réussir notre intégration, et puis de conserver leur emploi pour le long terme. Alors, ça l'a évité peut-être dans certains regroupements où des PKD auraient pu devenir des choses très, très importantes qui nous font diverger de l'essentiel. Tout le monde sont mis à travailler ensemble sur notre mission première, servir nos clients, réussir notre projet qui est pas mal extraordinaire. Mais ça a pris des efforts de tout le monde, à réapprendre à travailler. C'est pas viable à long terme, à mon avis. Il faut retourner à une forme de normale qui sera quelque chose entre beaucoup plus de télétravail, mais des rencontres en personne aussi pour faire des contacts, pour être capable de faire des transactions. Il faut se parler à quelque part, là, autrement qu'à l'occasion par Teams ou Zoom ou autrement. Mais ça a été pour nous un beau défi, puis on était chanceux. Je dirais, les gouvernements, tout le monde qui nous a appuyés dans cette transaction-là ont poursuivi malgré la pandémie. Mais Jean-François Jalifou, moi, toute l'équipe qu'on avait de 6-7 personnes autour de nous, on s'est dit, on va faire arriver cette transaction-là. Alors, chacun des écueils, à mesure où il se pointait, on savait que tout le monde travaillait à trouver des solutions et non pas à trouver des excuses pour se retirer de la transaction. Ça a pris de la confiance, de l'écoute de tout le monde. Puis, avec le temps, ça a fait son œuvre. Aujourd'hui, bien, on est rendu où on est rendu, puis on est très heureux de le faire. Je pourrais parler tout de suite des approbations réglementaires, mais je pense que vous voulez l'aborder un petit peu plus tard. On peut en parler tout de suite, par exemple, parce que moi, tant qu'à moi, là, ça suit un peu son cours, les approbations réglementaires, parce que, comme la plupart des gens probablement le savent, une transaction de l'ampleur de celle de SSQ, la capitale, est soumise à des approbations gouvernementales et réglementaires en raison du fait qu'il s'agit de mutuelles d'assurance. Donc, la question que nous, chez BCF, on se posait puis qu'on voulait poser à M. Saint-Gelais, c'est comment a été le processus? Est-ce que vous avez subi des obstacles ou est-ce que vous avez dû relever des défis, notamment par la complexité du processus en soi? Puis deuxièmement, en raison de la pandémie là, qui nous afflige tous encore. Donc, vous pouvez continuer, il n'y a aucun problème à passer tout de suite. Je vais aller rapidement. Je vais laisser M. Habib aussi s'exprimer pour nous parler de la pandémie, comment ils ont fait ça. Mais essentiellement, c'est vrai que c'est une transaction qui est complexe, qui était plus longue et difficile qu'on l'imaginait, tant sur le plan légal que sur le plan de la valorisation des entités, combien vaut chacune des entités, etc. On avait des partenaires financiers, tout ça. Mais sur le plan des approbations réglementaires et législatives, on a travaillé ça avec l'Autorité des marchés financiers, qui nous ont donné un solide coup de main, avec le ministère des Finances. Il faut voir que tout le monde était d'accord, l'objectif général qu'on a présenté en premier. Pourquoi on fait ça? Dans quel esprit on fait ça? Conserver, comme je l'ai dit tout à l'heure, le siège social ici, les emplois, construire le long terme. Donc, sur l'objectif final, c'était clair pour tout le monde. Comment s'y rendre? On peut s'y rendre de différentes manières, mais on savait où on voulait arriver. Alors, on a travaillé tous ensemble, puis il faut qu'on les remercie, Louis Morisset à l'AMF, Patrick Derry, leur équipe, Pierre Côté au ministère des Finances, Éric Stevenson, les sous-ministres, le ministre adjoint, puis évidemment le ministre des Finances, M. Girard, qui a donné son feu vert à ce que toutes ces équipes travaillent pour nous aider.
Ça nous a beaucoup aidé. On a parlé aussi au Premier ministre, au bureau du Premier ministre pour... vous savez que la pandémie a fait cesser les travaux de l'Assemblée nationale. Oui. Donc, comment se mettre dans l'agenda du projet de loi alors que tout le monde se bouscule à la porte pour être le premier? C'est pas facile. Par contre, nous, on leur a dit, écoutez, on ne vous demande pas un sou. Plein de monde vous demande plein d'argent pour toutes sortes de raisons, puis c'est très correct. Mais tout ce qu'on veut, nous, c'est que vous modifiez nos lois pour qu'on puisse se regrouper. Et puis, on a eu la chance d'avoir Mme Boutin, la députée Joëlle Boutin, qui a accepté de parrainer notre projet de loi. On a dû parler aussi à M. Simon Jolin Barrette, qui était le leader à l'Assemblée nationale des travaux, toutes les oppositions. Pour faire ça, on a eu le support, évidemment, de notre firme d'avocats, qui n'était pas vous autres, malheureusement. On va vous pardonner pour cette fois. Pour cette fois-là. Mais aussi TAC Conseil, là, qui est la firme avec François Duchamp, nous a donné un fier coup de main, toutes les partis d'opposition, le gouvernement. Donc, c'était beaucoup de discussions avec beaucoup de monde. Et comme le projet n'était pas du tout controversé, comme il n'y avait pas plein de gens qui se pointeraient à l'Assemblée nationale pour dire « Faites pas ça, ça n'a pas d'allure », c'est beaucoup plus facile à faire approuver qu'autrement. Donc, Messieurs, j'ai une question de l'audience. On a parlé tantôt du capital humain, puis c'était l'actif le plus important. Vous avez tous les deux un travail à distance pour la majorité de vos employés. Croître, gérer le changement à distance, c'est comme un deuxième niveau de difficulté. J'aimerais vous entendre par rapport à ça. Comment est-ce qu'on arrive à jongler avec le merge des différentes cultures, en plus de gérer le changement puis de grossir exponentiellement. Ça fait beaucoup de changements dans un temps de pandémie. Là, c'est quand même une complexité qui est assez énorme. Monsieur Habib, peut-être si vous avez quand même une croissance là, qui est assez importante chez Dialogue, comment vous avez géré ça à travers le temps pré-pandémie et dans le cadre de la pandémie? Oui, en fait, juste pour vous donner les chiffres, en 6 semaines, entre la mi-mars et la fin avril, on a eu besoin d'engager à peu près 500 personnes. Et c'était, la plupart de ces personnes-là étaient des professionnels de la santé, donc ce n'était pas des gens qui étaient au chômage. Et donc, ça n'a pas été facile, mais il fallait le faire pour répondre à la demande de la croissance de la demande qu'on a eue. On avait 27 recruteurs à temps plein qu'on a engagés eux-mêmes en quelques jours. Et donc, on a mis en place une machine de recrutement très performante. Et c'est sûr que quand du jour au lendemain, l'entreprise triple de taille en termes d'employés et qu'il y a 500 personnes qu'on n'a jamais rencontrées en personne, qui ne connaissent pas la culture, c'est un défi beaucoup plus important qu'on a vécu dans le passé. Mais on a essayé encore une fois de mettre beaucoup d'efforts et d'emphase et de temps sur ce sujet-là. Et souvent les directeurs d'entreprise et les chefs d'entreprise disent le capital humain, c'est la chose la plus importante. Mais quand tu regardes l'agenda d'un PDG, est-ce qu'il passe vraiment une partie importante de son temps sur le recrutement? Est-ce qu'il passe du temps avec de faire des one-on-one, à rencontrer des gens de l'équipe? Alors, souvent, il y a on dit montre-moi ton calendrier, puis je veux dire c'est quoi tes priorités. Puis je pense que ça, c'est une place importante où est-ce qu'il faut faire une différence entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Puis il faut vraiment mettre le temps là-dedans. On a engagé aussi une personne très senior de notre équipe de direction, donc un Chief Revenue Officer à distance. J'aurais jamais de ma vie imaginé que j'engagerais une personne si senior de notre équipe de direction sans l'avoir rencontré en personne. C'est impossible. J'aurais pensé que c'est une folie, mais on n'avait pas le choix parce qu'on était rendu en mai. Les choses ne s'amélioraient pas. Et donc, on a pris un risque, on est allé de l'avant, puis ça se passe très bien. Et
Et donc maintenant, aujourd'hui, quand on fait une réunion d'équipe de toute la compagnie chaque mardi matin. Alors ça, c'est plusieurs centaines de personnes qui se connectent à un Zoom et on parle de nos résultats et on passe tous les messages qu'on veut. Et il y a des centaines de visages qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est pour nous, c'est très, très nouveau. Mais je pense qu'on a bien passé cette tempête-là. Et pour revenir au sujet des acquisitions, l'opportunité d'Optima s'est présentée en avril. Et donc, tout le processus du premier appel à la clôture s'est fait en temps de pandémie. C'est sûr qu'il y avait un relâchement un peu durant l'été où est-ce qu'on pouvait se voir un peu plus, mais c'était un contexte très particulier. On a pu le faire parce qu'on connaissait déjà les gens de chez Optima. On les avait rencontrés dans le passé, même si ce n'était pas de discuter d'acquisition, mais il y avait déjà cette confiance-là qui s'était établie, qui n'aurait pas été possible si on ne les connaissait pas avant. Donc, mais c'est un grand défi. Puis je pense qu'il faut s'habituer. Je pense que dans les prochains mois, s'il y a d'autres acquisitions qui vont se faire, puis ça va être le même contexte. Puis on a passé proche de faire une autre acquisition à Toronto, où est-ce que là, on n'avait vraiment jamais rencontré les personnes en personne. Et ça, c'est un gros défi. Donc, cette transaction-là n'a pas fonctionné, mais on a beaucoup appris. Et je pense que dans le futur, il va en avoir d'autres. Comment vous faites pour inculquer vos valeurs à distance? Vous avez dit, bon, on a fait un Zoom, on était une centaine de personnes, mais on comprend qu'il y a plus d'employés que ça chez Dialogue. Donc, comment vous faites concrètement à distance, à l'exception des réunions, pour partager vos valeurs? Comme M. Saint-Gelais l'a dit, on répète. Alors, toutes les semaines, toutes les occasions qu'on peut répéter notre culture, nos valeurs, notre façon de faire les choses, on le fait. Même quand ça devient tannant et un peu comique, là, les gens disent « Ah, ben encore, il va répéter les valeurs ». Mais il faut le faire parce qu'il n'y a pas d'autre façon. On ne peut pas se rencontrer en personne. C'est pas... nos bureaux sont fermés. On est une compagnie qui est dans le domaine de la santé, donc on doit donner l'exemple, le modèle. On peut pas flouer les règles. Donc, on a été très, très strict là-dessus. On a tout fait par Zoom. D'ailleurs, vas-y, Sarah. Puis en fait, moi, je vais aller de l'autre côté, mais j'imagine toute la gestion du changement, souvent, ça génère beaucoup d'anxiété, de peur chez certains individus. Puis on sait que la peur peut amener un frein au changement, un frein à l'adhésion. Comment est-ce qu'on gère des fois des gens qui peuvent peut-être avoir des réticences à gérer ou du moins à adhérer là, à la nouvelle culture ou à celle qu'on veut implanter? Peut-être, M. Saint-Gelais, vous auriez des conseils à nous donner par rapport à ça? Oui, écoutez, il n'y a pas de recette miracle. S'il y avait des recettes faciles, tout le monde les connaîtrait. C'est trop simple. Mais comme M. Habib l'a dit, là, c'est beaucoup la communication. Il faut que nos gens, on leur parle très souvent, puis que ça se reflète, comme M. Habib l'a mentionné, dans la réalité. Que ce ne soit pas juste des mots. Que nous, la communication, là, c'est plein de rencontres tout le temps. Les gens vont prendre un break au fait, ça va faire du bien à tout le monde. Mais quand on dit qu'on se fait accompagner, là, les présentations, les messages, qu'est-ce qui est fait, comment va être recruté, comment va se faire le recrutement des gens, parce qu'on crée de nouvelles équipes, qui va diriger quoi, là, etc. Mais, vous savez, quand on regroupe deux organisations comme ça, là, on va avoir autant de monde, même plus, on va devoir embaucher. Et dans la direction, il y en a qui ne seront pas là. On n'a pas deux chefs des ressources humaines puis deux chefs des finances, tout ça. Donc, il y a dû avoir des choix. Tout ça a été expliqué, répété. Puis nos processus de créer une nouvelle image de marque, nos processus de culture, comment on travaille, les résultats, comment on mesure nos résultats à chaque semaine dans certains secteurs. Des fois, la fréquence est différente, puis qu'on les communique à tout le monde. L'idée, c'est qu'en toute transparence, les gens aient l'heure juste sur ce qui se passe dans l'organisation, la culture qu'on veut créer, qu'on le répète, et qu'ils puissent également s'exprimer. Évidemment, on ne peut pas avoir donné la parole à tous les jours à 5000 personnes, mais on veut s'assurer que chacune des équipes, les directeurs, ont le pouls de leur monde, puis on met beaucoup d'attention à ceux qui pourraient avoir des problèmes de santé mentale, de la dépression, qui ne sont pas capables de s'en tirer,
en période de pandémie. Des gens qui, par exemple, ont plusieurs enfants dans un petit appartement, c'est facile de leur dire vous vous branchez tous les jours. Pour certains, c'est à peu près impossible. Alors, ces cas-là, on les gère tous à la pièce. On ne donne pas le mot d'ordre que tout le monde peut revenir au bureau. Et les cas qu'on peut gérer, tout ce qu'on peut voir venir nos équipes de ressources humaines avec les externes qui nous accompagnent, là, qui accordent un grand soin. Et comme je disais, il n'y a pas de recette miracle. Il y a à faire que walk the talk, comme on dit, là. Pas juste dire voici comment ça marche, mais le montrer qu'à chaque jour, c'est vraiment ce qu'on fait. Nous, au conseil d'administration, 8 personnes de la capitale, 8 de SSQ, on se regroupe, on ne se connaissait pas tant que ça au début. On se parle souvent, tout le monde sait ce qui se passe. Alors, très excité. Demain, la majorité des employés vont connaître, Jean-François leur dévoile la nouvelle image de marque avant que ça sorte publiquement. Alors, on essaie toujours d'avoir des choses il y a toujours un mouvement, là, que les gens ont quelque chose à venir voir de neuf, ce qui s'en vient, puis faire connaître ce qui se passe dans l'organisation. Donc, toujours, finalement, les motiver puis les pousser au développement, tout en donnant de votre côté une certaine flexibilité à certains cas particuliers qui pourraient se présenter devant vous. On en a parlé directement et indirectement. Bon, ben, toutes les entreprises actuellement, en raison de la pandémie, se tournent vers un virage virtuel ou un virage technologique pour être en mesure de continuer leurs affaires ou de prospérer davantage. Vous, de votre côté, M. Habib, on comprend que le virage virtuel, sans dire est déjà fait, mais c'est un peu votre day-to-day. De votre côté, qu'est-ce qui vous aide à demeurer le chef de file de votre marché? Quels sont vos trucs pour conserver ça? Quelles sont les innovations de dialogue en ce niveau-là? Ouais. Donc, de notre côté, ça fait 4 ans et demi qu'on pousse et qu'on parle de santé virtuelle. Et comme dans n'importe quelle nouvelle innovation, il y a toujours un cycle où est-ce qu'au début, des gens sont réticents. Puis quand on passe, avec le temps qui passe, il y a de plus en plus de gens qui adhèrent. Et des fois, il y a un choc dans le système qui arrive qui soit accélère ou décélère ce momentum-là. Dans notre situation, c'est sûr que le 12 mars et les semaines qui ont suivi, c'était un choc qui a accéléré l'adoption de la santé virtuelle. On pensait que ça allait prendre un autre 3 à 5 ans au Québec et au Canada pour que la santé virtuelle devienne mainstream. C'est arrivé en quelques semaines. Alors, c'est sûr qu'on a été au bon endroit, au bon moment. On a eu une chance d'être là, mais ça fait 4 ans et demi qu'on travaille là-dessus. Et donc, on a été vraiment au centre de cette révolution-là. Parce qu'on était déjà un leader dans notre marché, on a pu conserver et en fait mettre une longueur d'avance de plus sur nos compétiteurs. Chez nous, ce qui nous distingue, c'est vraiment l'expérience client et la technologie. On a été les premiers à créer une plateforme intégrée de soins, c'est-à-dire que dans la même application, dans la même expérience, on peut avoir accès à la santé physique virtuelle, la santé mentale virtuelle et un PAE virtuel. Donc, même à part l'acquisition d'Optimum, on a développé notre propre PAE. Et donc, dans la même expérience, sur le même back-end technologique, on peut avoir accès à ces programmes-là. Et on est les seuls au Canada à avoir ça. D'habitude, les gens achètent de plusieurs fournisseurs et mettent ça tout ensemble. Et M. Saint-Gelais en a parlé un peu. Je pense que la santé mentale est vraiment le plus gros, je pense, le plus gros problème de cette pandémie-là qu'on va regarder dans 10 ans, dans 20 ans. Ça va être la santé mentale des gens. Et c'est sûr que c'est extrêmement stressant de ne pas savoir ce qui se passe et à vivre dans l'environnement où on a été. Donc, on a mis beaucoup d'investissements dans la santé mentale et on a investi beaucoup de ressources là-dedans. Et finalement, je dirais, il y avait dans la question précédente, qu'est-ce qu'on faisait en pratique? Je dirais que un des défis en leadership, une des questions que les leaders se posent souvent, est-ce que je dis tout à mon équipe ou est-ce que je les protège? Right? Il y a cette question-là. Est-ce que je protège mon équipe des stress
externe. Je suis le leader, je suis le capitaine du bateau. Est-ce que je protège mon équipe? Et moi, j'ai toujours opéré d'une autre façon. Moi, j'ai toujours dit, moi, je vais être le plus transparent possible avec les équipes. Je dis toujours à mes équipes, il y a seulement 2 choses que je ne peux pas parler. La première, c'est la performance individuelle de quelqu'un. Vous ne pouvez pas me demander, est-ce qu'Audrey, c'est quoi son bonus cette année? Puis l'autre chose, c'est si j'ai un contrat, par exemple, quand on a fait notre ronde de financement avec Sun Life, on avait clôturé quelques semaines avant l'annonce, mais parce que Sun Life est une compagnie publique, donc les annonces doivent se faire avec un rythme dans les marchés publics, etc. Donc ça, c'est les deux seules choses. Mais tu me demandes combien de dollars à la cent dans notre compte de banque, je dis aucun problème. Combien de revenus on a fait, je dis il n'y a aucun problème. Donc, cette transparence-là a été fondamentale. Et je pense que les gens peuvent toujours savoir quand une personne pense quelque chose puis dit une autre chose. Puis ça crée un manque de confiance qui se propage dans une entreprise quand le PDG ou le leadership ne disent pas la vérité ou pensent quelque chose et disent quelque chose d'autre. C'est très endommageant. Puis écoutez, il n'y a personne qui sait comment, surtout au début, il n'y a personne qui savait comment la pandémie allait avoir un impact sur la compagnie. Et c'est très correct de dire, on ne le sait pas. C'est très correct de dire, écoutez, on a peur comme vous avez peur. On ne sait pas comment ça va se dérouler. On fait de notre mieux. Puis on peut donner des timelines beaucoup plus courts. On peut dire, écoutez, dans les prochaines 4 semaines, c'est ça qu'on prévoit. Après ça, on peut pas le dire. On peut dire dans les 2 semaines ou 1 semaine, n'importe quel timeline qu'on a une certitude, on peut en parler. Puis après ça, c'est très correct de dire on ne le sait pas. Les gens ne sont pas confortables à dire je ne sais pas, mais je pense que c'est un bon truc d'être honnête et authentique. Puis je pense que les gens l'apprécient. Définitivement. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait des embauches massives. Est-ce que technologiquement parlant, vous avez dû accélérer aussi certains projets en raison de la pandémie? Du point de vue technologique, ça a été quand même facile. Il n'y a rien de facile, là, mais ça n'a pas été un des gros défis parce que notre compagnie, ça fait seulement 4 ans et demi qu'on existe. Alors, on n'avait pas de legacy, de système legacy qu'on devait transformer. On était déjà sur le cloud. Tout le monde avait son portable. Tout se faisait déjà sur Zoom, sur Slack, sur Google. Et donc, du jour au lendemain, les gens apportaient leur laptop chez eux et avaient exactement le même setup au bureau. On n'a pas un seul serveur au bureau. Donc, du point de vue technologique, ça s'est passé du jour au lendemain comme si de rien n'était. Donc, de ce point-là, on a été correct et chanceux. Okay. Monsieur Saint-Gelais, vous les gens, est-ce qu'ils étaient déjà tous équipés le 12 ou le 13 mars là, pour retourner à la maison puis continuer à travailler? Il y en a une grande partie qui était équipée, mais on a dû faire des achats là, de PC, toutes sortes de choses. On a permis à nos employés de partir avec leur équipement de bureau, l'amener chez eux. Avec le temps, on est allé par étapes. Là. Ils sont venus chercher leurs chaises, plein de choses. Là. Il a fallu s'adapter aux demandes de chacun, mais pas vraiment, je dirais, de nouveaux investissements, de nouveaux projets importants à lancer. C'est plus la continuité des affaires qu'on vise. Puis on avait, nous autres, on s'était mis une espèce à chaque jour, on vérifiait sécurité de nos clients, sécurité des personnes. Est-ce qu'on est capable de continuer à livrer la marchandise à nos clients? Est-ce qu'on a des problèmes financiers? Comme M. Habib l'a dit, je pense que c'est extrêmement important de donner l'heure juste aux gens. Puis les dirigeants ne doivent pas avoir peur de montrer leur vulnérabilité aussi, pas faire croire qu'on sait tout. Puis quand on pense que c'est tout, les gens se revirent vers nous puis attendent qu'on leur donne toutes les réponses. Fait qu'on se prive de beaucoup d'input. Et donc, la franchise, la transparence, c'est toujours payant, particulièrement dans les temps difficiles, les temps de pandémie. Et je pense que les entreprises qui ont le mieux réussi, évidemment, si tu étais dans une industrie moins touchée, tu es chanceux. On l'a répété à notre monde, vous avez encore un emploi, il y a des gens qui n'ont plus d'emploi. Donc, soyez conscients de ça, il faut qu'on se retrousse les manches ensemble, etc.
Mais au-delà de ça, il fallait poser les bons gestes aussi pour la continuité des affaires. Bon, bien, cessons de parler de la pandémie, ayons un œil un petit peu plus positif. Quels sont les projets pour le futur pour la capitale dont on a parlé, là, un peu du dévoilement de sa nouvelle marque? Maintenant, quels sont les autres projets pour le futur, pour Dialogue, pour la capitale en temps de pandémie et idéalement post-pandémie également? Je vous laisserai peut-être débuter, M. Saint-Gelais. Écoutez, nous, les projets, mais le plus gros projet, c'est de réussir l'intégration. Donc, on s'est donné un horizon d'un maximum 3 ans pour réussir l'intégration. Donc, on a plein de chantiers, si on peut dire, là, à réaliser. Par exemple, changer tout notre système pour l'assurance de dommages. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, là, mais la capitale était plus solide, si on peut dire, en assurance de dommages que SSQ, mais nos systèmes étaient plus vieux. Les systèmes patrimoniaux, peut-être c'était une marque du succès, on avait construit de bons systèmes, mais là, ils sont vieillissants, il faut les changer. Donc, on va adopter Guidewire, qui est le système que SSQ avait choisi. Et puis, en assurance collective, c'est l'inverse. La capitale avait investi dans de nouveaux systèmes. Les systèmes de SSQ étaient vieillissants, ils devaient être changés. Donc, ça va être ce qu'on avait fait comme investissement qui va être pour l'ensemble de l'organisation. Et tout ça, c'est des gros projets à venir dans les prochaines années. Et puis, le défi, c'est la croissance, tant organique. On est premier en assurance de dommages au Québec, premier en assurance collective au Québec, 3e en assurance de dommages, 4e en assurance individuelle et rente. Donc, ça, c'est au Québec. Les rangs sont moins élevés au Canada. On a peut-être 20% de nos affaires dans le reste du Canada. Alors, le développement, tant organique que par acquisition potentielle, va se faire, surtout hors Québec, en commençant par l'Ontario. C'est les plans. Et évidemment, une fois qu'on va être assuré que l'intégration est sur les rails. On ne laissera pas passer de bonnes occasions, mais on ne se précipitera pas à faire d'autres demain matin, d'autres acquisitions aussi grosses que de l'envergure de celles qu'on a faites. Je comprends. Vous gardez l'œil ouvert, cependant. Tout à fait. Puis, pour le nom, j'ai oublié de mentionner, pour le nouveau nom qui va être lancé dans les prochains jours, on a eu l'appui, puis ça a été extrêmement apprécié de BCF, vos équipes, pour toute la validité légale, etc., etc. C'est tout un processus, hein? Oui, trouver un nouveau nom, là, c'est quelque chose aujourd'hui, là. Ouais. Bon, ben c'est super gentil. Ça nous a certainement... Je n'ai pas été impliquée, donc, mais je suis certaine que ça nous a fait immensément plaisir de vous aider là-dedans. On a été très bien servis. Super. Monsieur Habib, vous, de votre côté, les projets pour Dialogue? Comme je l'ai mentionné, notre stratégie, c'est d'avoir cette plateforme de soins intégrés-là. Et maintenant, on a trois aspects de cette plateforme, donc la santé physique, mentale et le PAE intégrés. Et dans le futur, on veut intégrer plus de programmes, par exemple la gestion du diabète et des maladies chroniques, la gestion du sommeil, l'insomnie, etc. Donc, pour ajouter d'autres éléments à notre plateforme et servir nos clients qui ont besoin de ces services-là. Alors ça, c'est le premier axe de croissance. Le deuxième, comme on a dit, c'est les acquisitions. Donc, la dernière ronde de financement qu'on a faite était vraiment pour avoir les moyens de faire des acquisitions. C'est difficile dans notre industrie maintenant parce que c'est une des industries comme qui a été mentionnée qui a été en croissance durant les 6 derniers mois. Donc, les attentes des propriétaires de compagnies ou des vendeurs sont très, très élevées. Ce n'est pas un bon temps pour acheter. Donc, comme M. Bugé le disait, peut-être dans leur industrie, il y avait des belles opportunités. Chez nous, c'est un peu le contraire. Donc, il faut rester discipliné, il faut acheter avec une belle marge de manœuvre avec des valorisations qui font du sens. Et on regarde toujours vers l'international. Alors aujourd'hui, on est au Canada et en Allemagne, mais il y a des opportunités qui se présentent à nous dans d'autres pays. Et il faut avoir une bonne balance entre la croissance,
et le focus, parce qu'on ne peut pas tout faire et être partout en même temps. Donc, encore une fois, il faut rester discipliné. Et donc, ça, c'est nos plans pour 2021. C'est bon. Sarah, de ton côté, est-ce que tu avais des questions du public pour nos participants? Donc, on les a pas mal couverts. Merci beaucoup. C'était beaucoup relativement au choc des cultures, la gestion du changement, la communication. Je pense que c'est tout ce qui est humain, définitivement, est très, très important et primordial, mais c'est aussi beaucoup de questions parce que tout le monde est un peu dans le même bateau. Donc, merci beaucoup pour ces échanges-là. C'était vraiment très, très intéressant, très concret également. Donc, merci beaucoup à nos deux panélistes, Jean Saint-Gelais et Chérif Habib, de même qu'Alfred Bugé et Audrey Saint-Pierre et Sébastien Savage. Donc, merci beaucoup. C'était une très, très belle journée. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Demain matin, on va être fidèle au poste pour participer, poursuivre les discussions plutôt sur l'innovation, l'audace et l'agilité comme moteur de croissance. Donc, ça risque d'être très intéressant. Nous allons débuter là, demain matin avec une grande entrevue en compagnie de Ben Massingham, vice-président transformation et innovation chez Novartis. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous dis merci à tous et à demain. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.